Bonjour à tous et bienvenue sur ce deuxième LinkedIn Live de l'Institut François Bocquet, au cours duquel nous allons parler aujourd'hui du management non hiérarchique. Alors, est-ce que c'est un effet de mode ou est-ce que c'est un passage obligé aujourd'hui pour les entreprises, quand on sait que 20% des cadres en France aujourd'hui ne souhaitent pas évoluer vers des fonctions de management, où on a tous eu à un moment ou à un autre une relation compliquée avec un manager et où cette société au sens large et les sociétés dans lesquelles on travaille, qu'elles soient structures associatives ou entreprises à impact, sont en pleine mutation. Pour parler de ce sujet, nous accueillons Stéphane Clèche, qui est formateur, coach professionnel et préparateur mental. Je te remercie, Stéphane, de te joindre à nous aujourd'hui. Avant de te laisser te présenter en quelques mots, je vais remercier Teddy qui est en régie et qui va nous accompagner aujourd'hui pour essayer de faire que cet événement soit le plus interactif possible. Donc, Teddy, merci à toi. Sans toi, tout ça ne serait pas possible. Alors, Stéphane, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots, en quelques phrases, qui tu es, ce que tu fais, ce qui t'anime ? Écoute, moi je suis donc, comme tu l'as très bien dit, formateur donc dans le cadre de l'Institut François Bocquet. Moi j'interviens sur toutes les formations qui sont liées globalement au savoir-être. Savoir-être, c'est gestion des émotions, gestion du stress, communication, beaucoup, communication verbale et non verbale, ainsi que tout ce qui va être lié au management. Donc le sujet qui nous anime aujourd'hui, mon cœur de métier, c'est le coaching professionnel. Donc là j'interviens en entreprise auprès des différentes strates de managers, que ce soit des managers décisionnels, stratégiques, ou des opérationnels qui sont proches du terrain. Et puis la spécificité dans mon travail, c'est donc que je suis labellisé par l'INSEP, l'Institut National du Sport, de l'Expertise et de la Performance. Et donc là, j'interviens avec la casquette de préparateur mental, donc 3 casquettes différentes pour essayer de me positionner au plus juste avec les gens que j'accompagne. Merci pour cette présentation claire et concise. Nous allons commencer ce webinaire en vous faisant participer déjà pour prendre un peu la température, notamment par rapport à la maturité de vos entreprises et structures dans lesquelles vous travaillez. Stéphane, est-ce que tu peux nous dire, au niveau de ce management transversal ou non hiérarchique, déjà, est-ce qu'il y a une différence entre les deux pour toi ? Le management transversal, c'est le management finalement entre différentes personnes qui vont avoir un même statut dans l'entreprise, et c'est finalement comment mettre en place les conditions de la coopération ou de la collaboration. Là où le management non hiérarchique, il y a un statut à responsabilité qui était anciennement un manager avec une forme d'autorité et qui va être beaucoup plus également dans une forme de collaboration, et ça passe par des éléments de responsabilisation et d'autonomisation. D'accord. Et donc, au niveau on peut faire du non hiérarchique et du transversal en même temps. Un manager est souvent amené à faire ça, c'est-à-dire avoir la responsabilité de son équipe et appliquer une forme de management non hiérarchique, mais également devoir aussi entretenir les conditions d'une bonne collaboration avec d'autres managers qui peuvent avoir le même statut. C'est assez le cas souvent dans des entreprises qui fonctionnent dans des formes de silos, où là, il va falloir effectivement manager aussi les autres silos en fonction de ses propres démarches et des objectifs communs. Très bien. Et donc, du coup, ce mode de management qui est un peu différent, dont on parle beaucoup en ce moment, en quoi est-ce qu'il diffère des autres types de management ? Et Teddy va nous passer une slide qui va permettre de comprendre peut-être un peu plus visuellement en quoi ça va se distinguer de ce type de management peut-être un peu plus classique, quoique le délégatif est assez récent aussi. Mais du coup, en quoi est-ce que ce management non hiérarchique va se distinguer des 4 types de management qui sont mentionnés à l'écran ? Je dirais que le management hiérarchique, un peu le management historique, c'est comme ça que j'aurais tendance à l'appeler, il y a une représentation qui va être assez verticale finalement du management et de l'autorité. Il y a un décideur, le manager, celui qui finalement va aussi donner les directives à ses équipes, parfois même des injonctions, là où dans le management
management non hiérarchique, il va y avoir une organisation beaucoup plus horizontale, finalement beaucoup plus orientée sur une forme de coopération dans la manière de développer le travail. Le management hiérarchique historique, il y a toujours un sujet de légitimité, d'autorité qui va être finalement au centre des préoccupations sur la représentation qu'on va se faire du manager. Là où dans le non hiérarchique, finalement, il est plus question de révéler les potentiels de tous les collaborateurs, managers inclus. D'accord. On reviendra sur ce point un petit peu plus tard. On a eu le retour des commentaires sur LinkedIn. Donc, quelques modifications d'organisation ont été mises en place de facto, mais ouvertes à des propositions. On nous met dans le fait accompli. Dans mon associé, je suis seule directrice en lien avec les équipes. Il faut être opérationnel. Il faut jongler avec l'union non hiérarchique et directif. Ça, c'est super intéressant. Tu pourras peut-être justement nous dire comment est-ce qu'on peut jongler avec ce côté directif qu'on voit à l'écran dans le cadre jaune et le non hiérarchique où là on peut être sur du coopératif à la fois. Je n'ai pas eu le temps de noter son nom. Alors c'est Stéphane Klech. On mettra ses coordonnées à la fin du webinaire. Alors management projet, constitution de cellules de mutualisation et sa fonctionnement en holacratie. Super. Quand on dit essai, du coup, on vous ressollicitera certainement, Patricia, pour savoir où est-ce que vous en êtes de cet essai. Est-ce que c'est un essai qui est terminé et transformé ou est-ce que ça a été une étape vers autre chose? Et merci pour ces premiers commentaires. Du coup, au niveau du management non transversal, non hiérarchique, enfin, transversal non hiérarchique, excusez-moi. Il y avait un point que tu m'avais mentionné qui était vraiment très différent des 4 types de management qu'on voit à l'écran. C'était notamment la notion de droit à l'erreur. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cet aspect très spécifique de ce type de management et est-ce qu'il y a d'autres éléments qui sont importants sur ce management? Le management non hiérarchique, pour ce que j'en vois, il y a quelque chose finalement qui est dans cette organisation horizontale très collaboratif. Et finalement, on va grandir ensemble, manager et équipe. C'est-à-dire qu'on se forme, il va falloir aussi s'adapter aux personnalités de chacun et réussir à emporter l'adhésion de tous les collaborateurs. Et le fait de grandir ensemble induit ce droit à l'erreur. C'est-à-dire qu'on va apprendre ensemble, c'est aussi le début de l'intelligence collective, c'est comment on va s'organiser les uns les autres et pour atteindre des objectifs communs. Moi, ça me renvoie beaucoup à ma pratique dans le milieu sportif, où finalement un entraîneur et son athlète ont aussi une espèce de relation qu'on pourrait comparer à une forme de management. Et cette association, elle est dans une forme de collaboration, c'est-à-dire qu'il y a un contrat d'engagement où on va progresser ensemble. En tout cas, l'entraîneur va mettre en place les conditions pour que l'athlète puisse progresser. C'est le principe de l'entraînement. Et l'entraînement, c'est une succession de situations où le but, c'est d'apprendre, donc on a le droit de se tromper, et puis ou de ne pas réussir. Et le but, ça va être de tirer les enseignements pour qu'on puisse ensuite reprendre le processus de progression. C'est l'essence même finalement de ce management non hiérarchique, c'est-à-dire que vu qu'il n'y a pas d'autorité qui va pouvoir apporter une forme de sanction, de jugement ou d'évaluation, il va falloir finalement que ensemble on arrive dans un système apprenant. Et c'est le principe de l'intelligence collective. Alors, il y a 2 choses, moi, qui me mettent en ébullition, c'est l'intelligence collective et justement l'entreprise apprenante. Et je trouve que ça fait bien écho justement à cet esprit de transition dans lequel on est. On parle d'environnement VUCA, volatile, uncertain, etc. Et voilà, ce management non hiérarchique, il est peut-être justement hyper cohérent justement par rapport à cette période de transition dans laquelle on est au niveau citoyen, au niveau société et au niveau de l'entreprise, puisque le management non hiérarchique est également quelque chose qui est très demandé par les jeunes générations. Et alors là, ça va faire une super transition, on l'a pas fait exprès. On n'est pas si bon que ça. Mais justement, quels sont pour vous les bénéfices à mettre en place un management non hiérarchique? Nous, on a notre petite idée sur la chose, mais on va pas vous spoiler et on va voir, selon vous, quels sont les avantages
à passer sur ce type de management. Alors, là, on a un commentaire, c'est déstabilisant sans explication ni orientation, mais ce webinaire va nous permettre de comprendre des objectifs et intérêts. Et alors, est-ce que là, on a des nouveaux commentaires? Il semblerait qu'on ait une petite latence, hein. Donc, merci pour votre patience. La technologie ne nous sauvera pas une fois de plus, mais on fait avec. Ah, ça y est. Alors, premier avantage, fédérer l'ensemble de l'équipe, éviter les zones de conflit de pouvoir et équilibrer les influences, moins de contrôle, une cohésion de groupe, des équipes, amélioration de la communication, super. La motivation, en boost de motivation, développer l'autonomie et la motivation. Ça c'est bien sur l'aspect motivation, on en reparlera tout à l'heure justement avec le parallèle sportif, puisque vous verrez qu'entre le monde de l'entreprise et le sport, il y a beaucoup de similarités et ça peut être assez inspirant. Faites participer l'équipe, mettre en avant les qualités des professionnels, clarifier les rôles et responsabilités. Ok, super, ça donne déjà pas mal de pistes. Est-ce que tu veux réagir par rapport à ces commentaires, Stéphane Je crois que c'est Fabienne qui parlait de moins de contrôle. Oui, il y a sans doute, alors pour le manager historique, il y a sans doute une histoire de perte de contrôle, ou en tout cas de perdre les moyens du contrôle. Et ce qu'on va mettre en face du contrôle, finalement, dans le management non hiérarchique, c'est la confiance. La confiance inter-individu. Mais ça implique aussi sans doute une autre posture chez le manager non hiérarchique, c'est notamment un bon niveau de confiance en soi. Et c'est peut-être là aussi l'essentiel de cette démarche-là, c'est aussi créer ces conditions de la confiance individuelle et inter-individuelle à terme. Et alors du coup, ça me questionne, est-ce que ça veut dire que c'est plus facile à mettre en place dans certaines structures ou dans certains secteurs où justement il y a une confiance qui se fait beaucoup plus facilement, parce qu'on peut tout à fait avoir des remarques du ouais, le management non hiérarchique, c'est très sympa, mais il y a quand même des résultats à avoir à la fin. Donc ça peut être super dans le milieu associatif, mais dans une start-up, ça peut-être pas marcher de la même manière. Est-ce que toi, par rapport justement aux formations que tu fais, par rapport à ce que tu vois en entreprise, par rapport aux gens que tu accompagnes, tu constates qu'il y a des structures dans lesquelles c'est plus facile à mettre en place ou pas? Alors, c'est sûr que cette relation de confiance, ça se crée plus facilement sur une équipe, on va dire entre guillemets restreinte, petite équipe, je dirais jusqu'à une dizaine, quinzaine de personnes. Maintenant, sur une entreprise de plus grande taille, on va dire que ce management hiérarchique, il va peut-être pas se déployer sur tous les échelons de l'entreprise, mais par contre, il va se développer dans toutes les équipes de l'entreprise. Et ensuite, c'est comment on crée les conditions de la relation, de la coopération. Et pour ça, c'est aussi de la relation de confiance avec les autres silos, les autres membres des autres équipes. Donc il y a sans doute cette possibilité de dire peut-être on va commencer à travailler à l'échelon local dans l'entreprise, même les grandes entreprises, et développer ensuite, en faisant ce que j'appelle tâche d'huile, développer pour moi cette pratique porteuse d'avenir. De toute façon, elle correspond à une demande qui est dans l'air du temps, notamment dans le rapport à l'autorité et à la légitimité. Je pense que ce qui pose problème historiquement et ce qui fait qu'on a souvent recours à un coaching dans le cadre de l'entreprise, c'est notamment parce que cette relation de management vertical n'est pas sans conséquences. Si le management vertical n'est pas reconnu, c'est générateur de frustration, ça peut être générateur de démotivation, ça peut être générateur également de conflits dans l'entreprise. Donc quelque part, ce management aplani, pour faire cette représentation, va aussi avoir cette tendance à adoucir les relations managériales. Et alors quand tu dis confiance, voilà, comme il y a des droits et des devoirs, le pendant de cette confiance-là, c'est quoi? C'est la responsabilité. C'est-à-dire que si je décide de faire confiance à un collaborateur, et confiance étymologiquement, c'est configéré, c'est avec la foi, c'est-à-dire que si je décide de te faire confiance, j'ai peut-être pas de raison objective de faire confiance au départ, mais derrière, la confiance absolue, elle n'existe pas vraiment, elle est souvent réévaluée, et donc c'est dans les actes, dans les réalisations, l'atteinte de nos objectifs, le respect de certaines consignes, que je vais pouvoir ensuite placer ce curseur de la confiance. Qu'est-ce que tu sais bien faire, là où je peux lâcher prise, et sur quel secteur, quel domaine, on a des pistes d'amélioration qui nécessitent
nécessite peut-être un accompagnement de la part du manager. Ça, c'est intéressant parce que tu mentionnes justement cette question de degré. On va pas forcément donner la même chose à tout le monde et on va accompagner. Donc, en fait, c'est une relation aussi peut-être un peu donnant-donnant. C'est je vais m'investir dans cette relation, je vais prendre la confiance que tu me donnes, je vais te donner le meilleur de moi, et tu vas voir que je peux encore monter en compétence. Et en fait, tout le monde grandit ensemble, y compris la structure. Super. Alors justement, je crois qu'il y avait une remarque par rapport à ça. Les équipes ne sont pas toujours prêtes à faire cette forme de management. Pourquoi n'aurait-on pas confiance avec un manager hiérarchique? En fait, une question qui est bonne. Et C'est que, enfin, ce que je vois, c'est que questionner 10 personnes dans une équipe et il y aura 10 critères différents d'attente sur ce qu'est un bon manager. Est-ce qu'un bon manager, c'est son savoir-faire ce que les collaborateurs savent faire? Est-ce que on attend d'un manager qui soit humain dans son relationnel? Est-ce qu'on attend d'un manager qui soit directif, qui assure le cadre? Est-ce qu'on attend d'un manager, et je l'observe parfois aussi, qui soit dans une forme d'arbitrage et que ce soit un petit peu le garant des lois, celui qui applique, on va dire, une forme d'autorité qui peut parfois aller jusqu'à la sanction. Donc, dans le principe, alors tous les managers sont pas des sanctionnants, c'est pas du tout mon discours, mais les représentations, les attentes d'un manager et au sens large d'une autorité, c'est variable. Et on n'a qu'à voir à l'échelle sociale, qu'est-ce qu'on attend d'un bon gouvernement? Tout le monde ne va pas être d'accord sur ce qu'est un bon gouvernement. C'est ce qui crée les dissensus. Là où le management non hiérarchique, finalement, chacun va venir se greffer et aussi participer, se responsabiliser vis-à-vis de ses attentes. Ça va être une des clés du management non hiérarchique. Et cette responsabilisation, ça passe par une prise de parole. Que chaque collaborateur soit en mesure aussi d'exprimer ses besoins, ses lacunes ou potentiellement ses points forts et de les mettre en avant. C'est tout le parallèle que j'essaie de développer en formation, c'est la différence entre l'infantilisation et la responsabilisation. Celui qui est responsable, c'est celui, étymologiquement, qui est capable de répondre de ses actes. L'infantilisation, ça vient du mot enfant, c'est infans en grec, et c'est celui qui ne parle pas. Quand on regarde la définition du Larousse, c'est celui qui ne parle pas encore, parce que l'enfant a vocation à parler un jour. Donc, moi, ce que j'observe dans l'entreprise, c'est que parfois, il y a une infantilisation qui vient d'en haut. C'est-à-dire que c'est le manager qui ne laisse pas parler ses équipes et qui peut être très ou trop directif. Mais ce que j'observe également, c'est qu'il y a une forme d'auto-infantilisation, je vais l'appeler comme ça, de la part des équipes, c'est-à-dire qu'on ne s'autorise pas à parler à sa hiérarchie parce qu'il y a un enjeu. Il y a l'enjeu d'être jugé, il y a l'enjeu éventuellement d'être perçu de la part des autres collègues. Enfin, il y a énormément d'enjeux diffus dans l'entreprise et dans cette relation verticale. Et finalement, c'est parfois aussi ce qui inhibe la parole. Le gros avantage que je vois au management non hiérarchique, c'est cette libération quelque part de la parole, sortir de l'infantilisation pour tendre vers la responsabilisation. Et pour être responsable, il faut que j'ai conscience aussi de mes marges et de mon autonomie, ce qui m'est permis dans le cadre de mes fonctions et de mon travail. Avoir conscience et avoir confiance aussi pour libérer la parole. Parce que tu parlais de la confiance tout à l'heure dans ce qu'on va confier comme tâche, comme responsabilité à l'autre personne. Mais il faut aussi être en pleine confiance pour pouvoir exprimer clairement ses zones de doute, ses envies, ses besoins. Et là, la partie communication est juste primordiale. On va vous remettre à contribution sur cette troisième question, puisque tu parlais du directif. Selon vous, peut-on dissocier management et hiérarchie? Alors là, on va pas forcément vous demander de remplir en texte, mais d'utiliser les petits emojis de LinkedIn avec le pouce en haut si vous pensez que c'est sans aucun doute, avec le bonhomme qui rigole si c'est pas du tout, ou avec l'ampoule si pour vous c'est pas si simple que ça de faire une distinction entre management et hiérarchie. Alors toujours cette petite latence. En attendant, on regarde les commentaires. Management situationnel et pourquoi pas management partagé, voire tournant dans des phases de forte interaction pour assurer une réelle collaboration et l'apparition d'intelligence collective. Alors, jusqu'ici c'est du positif, c'est tout à fait possible et sans aucun doute
applicable de faire du management sans qu'il y ait un lien hiérarchique. Alors, est-ce que tu veux intervenir sur ce point-là, Stéphane? Justement, on peut peut-être revenir à l'aspect sportif que tu évoquais tout à l'heure, puisque voilà, on peut avoir des équipes sportives, on peut avoir des équipes en entreprise, mais techniquement, les entraîneurs et les coachs dans le milieu sportif, qu'est-ce qui fait qu'il y a des résultats? Qu'est-ce qui fait qu'on tire le meilleur des personnes, qu'on va à la performance, alors qu'il n'y a pas de lien hiérarchique? Enfin, les gens ne sont pas payés pour venir s'entraîner, que je sache. Donc, c'est pas un rapport d'argent, c'est pas un rapport de pouvoir. Qu'est-ce qui fait que ça marche si bien dans le sport? L'adhésion aux objectifs. C'est-à-dire que entraîneurs et athlètes vont avoir un objectif commun, à savoir la performance, et tant qu'à faire aussi ce qui vient récompenser la performance, ça, c'est les titres. Donc là, il y a un contrat commun. Je pense que c'est la clé aussi, et c'est sans doute aussi un travail pour le nombre de managers historiques ou d'entreprises, c'est de définir clairement les objectifs et d'emporter l'adhésion des collaborateurs, tendre collectivement vers l'atteinte de ces objectifs. Ce qu'on observe également dans le milieu du sport, hein, puisque notre thématique du jour est effectivement sur est-ce que c'est une tendance ou est-ce que c'est un effet de mode, ce que j'observe, puisque on a affaire à une population plus jeune quand on travaille avec les sportifs de haut niveau, et notamment moi je m'intéresse beaucoup aux espoirs, aux pépites comme on les appelle dans le milieu du sport, c'est-à-dire ces jeunes qui ont entre 12 et 16-17 ans, des adolescents. Vos futurs salariés, hein, voilà, soit dit en passant. Ceux qui arrivent là, ils arrivent bientôt chez vous. Et c'est un vrai branle-bas de combat aussi dans les postures de l'entraîneur, c'est-à-dire que la posture historique très dogmatique du je suis le sachant et vous allez suivre ma méthode, aujourd'hui c'est une méthode qui doit nécessairement être revisitée parce qu'il y a une vraie aspiration de ces nouvelles générations à cette organisation horizontale, c'est-à-dire qu'il y a un vrai défi sur la règle, l'autorité, tout ce qui peut être contraignant et générateur de frustration. Alors maintenant, est-ce que c'est quelque chose qui va perdurer? J'ai un peu l'impression, c'est-à-dire que ça fait plusieurs générations de jeunes sportifs que je vois passer, et au fur et à mesure, je les vois aussi, ces millennials, ceux qui sont nés au début de ce siècle, ceux qui sont nés aussi à cette époque de l'hypermodernité, les nouvelles technologies qui facilitent les communications. Ce sont des jeunes qui ont grandi à l'époque, à l'ère des réseaux sociaux, et ces réseaux sociaux permettent finalement de communiquer avec tout et n'importe qui. Je peux aller sur un réseau social et interpeller n'importe quel président de la République, n'importe quel élu, et finalement ça contribue aussi à revisiter ce rapport à l'autorité, voire à le défier. Alors je ne sais pas si c'est de la défiance, de la méfiance, de la vigilance, mais en tout cas la conception historique de l'autorité est amenée à évoluer. Et je pense qu'il y a tout intérêt à commencer au moins à questionner ce qui est en termes d'organisation verticale pour être prêt à pouvoir évoluer derrière sur une organisation somme toute plus horizontale. D'accord, donc là c'est vraiment sur l'aspect autorité pure. Donc on aplatit également ce qui nous sépare des hautes sphères ou du pouvoir décisionnel quelque part. Est-ce qu'il y a d'autres parallèles qui te semblent intéressants entre l'entreprise et le sport, notamment sur la construction de la performance, sur accepter la contre-performance, sur voilà, comment est-ce que aujourd'hui je pourrais gérer mon équipe en entreprise comme j'aurais mon équipe sur un terrain de volley par exemple? Bon, moi, je suis un grand convaincu, c'est l'essentiel des interventions que je peux faire en entreprise, du parallèle qu'il peut y avoir dans les organisations sportives et dans les organisations professionnelles. Il y a quelque chose que j'observe, c'est-à-dire que si on s'inspire des bonnes pratiques du sport, ça a été très tendance à une époque pour les infuser dans l'entreprise, je pense qu'il faut pas oublier toutes les bonnes pratiques, et notamment, tu l'as souligné, la contre-performance fait partie du parcours d'un sportif. Et il faut aussi qu'on arrive à accepter que les collaborateurs peuvent avoir des hauts et des bas, ils vont avoir ces variations également dans leur productivité, leur investissement, la sphère personnelle n'est pas détachée des collaborateurs, mais surtout ce qui est important, c'est aussi ce qu'on pratique dans le milieu du sport, c'est ce droit à la récupération. La récupération fait partie du parcours du sportif, et c'est sans doute aussi quelque chose qui est encore un peu tabou, difficile à aborder dans le cadre de l'entreprise, c'est le fait qu'il faut savoir lever le pied de temps en temps pour pouvoir récupérer et revenir dans de bonnes conditions.
Quand il y a un rapport d'autorité, est-ce que je m'autorise finalement à réclamer mon droit à la récupération parce que je me suis beaucoup investi sur un gros dossier? Est-ce que je vais m'autoriser à dire j'ai besoin de quelques jours là pour lever un peu le pied et peut-être revenir dans quelque chose de plus confortable, moins chargé? Certains corps de métier fonctionnent avec des cycles, des pics d'activité. Je pense notamment au métier du chiffre, l'expertise comptable par exemple. Il y a vraiment une saisonnalité où les collaborateurs vont être entre guillemets sous l'eau. Il faut aussi respecter maintenant cette possibilité pour les collaborateurs de se dire après les liasses fiscales ou les bilans comptables, je vais avoir un moment où je vais pouvoir souffler un peu. Je pense que c'est quelque chose, et le milieu des experts comptables, par exemple, est assez en avance sur le sujet notamment du management non hiérarchique, parce que c'est un métier qui est amené à évoluer énormément. Les cabinets historiques et qui est presque en voie de disparition, on est de plus en plus sur des plateformes digitalisées, dématérialisées. La comptabilité est de plus en plus dématérialisée et on a affaire à des gens qu'il va falloir peut-être manager à distance. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'unité centrale, de cabinet où on va se retrouver. Chacun va travailler chez lui ou au lieu de son choix et il va falloir mine de rien manager encore ses collaborateurs. Et là, on ne peut pas avoir une posture autoritaire, dogmatique. Il va falloir avoir cette organisation qui va dans le sens de la coopération. Flexibilité à fond. Voilà. Sur le droit à la récupération, il y avait également ce point-là que tu m'avais mentionné qui était hyper intéressant. C'était de digérer aussi. Donc, on a fini un gros dossier, on se ressource, c'est une chose. Et sur la contre-performance, c'est aussi, voilà, qu'est-ce que j'ai bien fait, la partie analyse derrière. Et là, on retrouve justement cette démarche de l'amélioration continue qu'on peut voir dans le Kaizen, si je ne me trompe pas. Justement, sur la performance et contre-performance du sportif, comment est-ce que l'entraîneur ou le coach accompagne sur ça? Souvent, alors, on est sur une rétro-analyse réciproque, enfin mutuelle, c'est-à-dire que on va prendre les faits et puis on va voir ce qui a bien fonctionné, ce qui a moins bien fonctionné, et finalement, ça va déterminer aussi notre manière de travailler par la suite. Donc il y a ce temps de digestion et d'analyse ensemble, et vu qu'on est dans une relation de collaboration, le but du jeu c'est d'amener l'athlète vers le haut niveau, on va notamment utiliser des outils qui sont de moins en moins directifs, et je pense notamment à des outils de questionnement, beaucoup de questions qu'on va poser, qu'est-ce que tu as bien fait, qu'est-ce qui a bien fonctionné, si tu devais refaire, qu'est-ce que tu changerais, et puis ça va être aussi beaucoup de méthodes de communication non violente, c'est-à-dire qu'on va pas parler de l'individu, mais plutôt de ce qu'il a fait, de ce qu'il a réalisé. Et c'est une manière aussi, cette communication non violente, de revenir dans une forme d'assertivité. L'assertivité en entreprise, c'est littéralement, c'est un A privatif, c'est sans servitude, donc sans posture haute ou posture basse. On va être sur une communication très horizontale, encore une fois. D'accord. Alors, j'hésite là à passer justement sur ce côté assertivité. Teddy, est-ce que tu pourrais nous passer la fenêtre de Johari, qui est un outil qu'on utilise régulièrement, parce que je vois que le temps tourne et qu'on a été très ambitieux, mais parce qu'on est des gens extrêmement positifs et optimistes et tout ce qu'on veut. Mais ça me paraît important justement qu'on parle des compétences clés pour aplanir nos structures, pour passer du vertical à l'horizontal, et on fera le jeu de la souris après si on a encore un petit peu de temps. Alors, selon vous, là c'est pareil, on va vous faire bosser un petit peu, selon vous, quelle est la zone qui va être la plus sollicitée dans le management non hiérarchique? Est-ce que vous allez être en zone ouverte? Alors, Stéphane va nous briefer un petit peu sur les différentes zones. En zone ouverte, en zone aveugle, en zone cachée ou en zone inconnue. Est-ce que tu peux nous présenter les différentes zones rapidement, Stéphane? Alors, la fenêtre de Johari, c'est un outil assez précieux que j'aime beaucoup utiliser dans l'entreprise, notamment qui va dissocier ce que je sais de moi, et il y a aussi ce que je ne sais pas de moi.
Et a priori, les gens qui m'entourent, il va y avoir ce que les autres savent de moi. Et il y a aussi ce qu'ils ne savent pas de moi. Donc ce que je sais de moi, et que les autres savent a priori, c'est qu'il n'y a pas de secret, c'est ma zone publique, donc c'est la zone numéro 1, la zone ouverte. Je vais pas les prendre dans l'ordre puisqu'il y a aussi ce que je sais de moi mais que je vais pas vous donner à voir. Et ça, c'est la zone 3, c'est-à-dire c'est ce que je réserve à un cercle plus restreint, peut-être mes proches, voire même c'est mon intimité, c'est-à-dire que c'est le moi privé, c'est la zone cachée. Bon, alors, par exemple, aujourd'hui, moi, j'ai découvert la zone cachée de Stéphane sur le Sea Shepherd. Je ne savais pas jusqu'à ce matin. Le côté militant. Ça, c'est juste entre nous. À contrario, il va y avoir ce que je ne sais pas de moi. Et peut-être que les autres peuvent me dire des choses que je ne m'accorde pas pour plein de bonnes raisons. Peut-être que j'ai pas travaillé là-dessus, j'en ai pas conscience. Et c'est ce qu'on appelle la zone aveugle. C'est-à-dire que c'est le regard que les autres vont porter sur moi, hein, et ce qu'ils vont pouvoir commenter me concernant. Et puis la dernière case, la 4, c'est ce que je ne sais pas de moi et que les autres ne savent pas de moi non plus, c'est qu'a priori les circonstances ne sont pas encore présentées. Et donc là, ça va être un terrain d'exploration, c'est la terre inconnue, la zone inconnue dans la fenêtre de Johari. Alors, sur la zone aveugle, ça me fait penser à l'intérêt du coaching et du bilan 360 qu'on pratique énormément à l'Institut. Puisqu'en fait, il y a effectivement ce qu'on sait nous et ce dont on a conscience, mais en fait, il y a des tas de choses dont on n'a pas conscience et que les autres peuvent nous aider à révéler, à améliorer, à sublimer. Donc voilà, c'est l'intérêt de cet outil-là. Alors, si on regarde vos réponses, selon vous, quelle est la zone qui va être la plus sollicitée, la plus mobilisée pour un management horizontal optimal? Alors, la 1, la 2, un petit peu plus de réponses. On a encore cette latence ou Alors, vu que le temps tourne, je vais te laisser avancer sur la réponse. C'est un peu la base, on en a parlé tout à l'heure de l'intelligence collective, c'est-à-dire que oui, a priori, la zone 1, pour rebondir sur ce qui a été dit, c'est quelque chose qui est acquis, je le sais, tu le sais, donc il n'y a pas de secret sur nous. Ce qui va être intéressant d'explorer, effectivement, c'est ce que tu sais de moi et que je ne m'accorde pas, que je ne sais pas. Et c'est cette zone aveugle, la zone numéro 2. Quand je la pratique dans l'entreprise, quand je pratique dans l'entreprise cet exercice, il est important de le faire sur les aspects positifs. Quelles sont les compétences et les qualités que je vais t'accorder. C'est constructif, toujours. Voilà. Sinon, ça tourne un peu au bronzé fond du ski, qui est les plus gros défauts de Bernard, et égoïste. Sur les skis, je voulais dire. Donc, dans l'idée, c'est toujours intéressant d'aller explorer cette zone numéro 2. Cette zone numéro 2, elle est créatrice de liens, dans la mesure où on l'aborde sous un angle positif. Et quand on parle d'assertivité, j'aime bien aussi mettre en face une forme de définition qui est issue de la théorie de la relation en synergologie. La synergologie, c'est l'étude de la communication non verbale. Et on définit cet espace d'assertivité comme l'espace ARE. C'est un acronyme. Le A pour authenticité. C'est-à-dire, est-ce que je suis authentique? Est-ce que je vais vraiment m'autoriser à dire ce que je pense de l'autre dans la mesure où c'est positif? La réflexivité, c'est finalement les réflexions, ma capacité à me saisir de moi-même dans mes réflexions. C'est aussi, par exemple, la possibilité de penser, de savoir que je n'ai peut-être pas raison. Et si nous avons un désaccord, est-ce que je suis capable d'avoir cette remise en question? Et puis l'empathie, ça va être ma capacité aussi à saisir, comprendre, peut-être aussi solliciter ce que peut ressentir mon interlocuteur. C'est pas faire un transfert du moi à ta place, c'est capter peut-être ce que tu me dis, et me dire j'ai l'impression que ça t'énerve ou ça te rend triste. Ou c'est cette empathie, cette capacité aussi à amener l'autre, aussi à formaliser ce qu'il peut ressentir dans les situations. Donc là, c'est un espace finalement, l'authenticité, la réflexivité et l'empathie qui permet de fluidifier la communication et de faciliter ce management non hiérarchique. C'est un gros exercice de communication. Donc c'est un peu la recette du succès en fait pour amorcer les choses, c'est-à-dire que sans cette authenticité, cette réflexivité et cette empathie, c'est compliqué d'avoir un management non hiérarchique optimal, apaisé, efficace. Alors, le management non hiérarchique, de toute façon, c'est comme tous les managements, il faut le construire. Et pour se construire, je pense qu'effectivement, il faut être aussi dans un goût de la connaissance de l'autre et être créateur de liens. Donc il faut le co-construire. Voilà. C'est quelque chose qu'on va co-développer, qu'on va co-construire au sein de l'équipe. D'accord.
J'avais un autre petit point, mais une petite réflexion qui me venait, qui s'est envolée, c'est pas grave. Du coup, là, on va jouer ensemble à un jeu sur justement ce qui pourrait empêcher un passage à une organisation un peu plus horizontale. Alors, le jeu du chat, de la souris et du fromage. Tu nous expliques les règles? Alors ça, c'est le concept de base d'un test, d'un outil de profilage que j'utilise dans le cadre de certains coachings. C'est une manière d'évaluer ses préférences comportementales en situation d'enjeu. Donc la situation, c'est vous êtes une petite souris, vous rentrez dans une pièce où vous avez un fromage, c'est le bénéfice de l'action que vous allez mener, ce que vous allez gagner. Et dans l'autre coin de la pièce, vous avez un chat. Et le chat, c'est ce qui représente la menace, les risques qu'il y a à entreprendre une démarche. Dans le cadre de l'entreprise, ça peut être n'importe quel changement que vous allez tenter d'insuffler dans le cadre de l'entreprise, va représenter une situation d'enjeu. Il y a des choses à gagner et il y a des choses à perdre. En tout cas des menaces sur ce processus. Et de cette situation de la petite souris, on va identifier 4 types de comportements différents. Vous allez avoir des petites souris qui vont se diriger spontanément vers le fromage. Ça, c'est ceux qu'on appelle des optimistes. C'est-à-dire que ceux-là sont intéressés par le bénéfice d'une action. On va changer notre logiciel informatique du traitement de dossier. Ah bah oui, tout de suite, ça ira plus vite, ça va moderniser. Ce sont les gens qui vont voir le bénéfice de l'action. À l'opposé, vous allez avoir les prudents. C'est ceux finalement qui vont identifier les menaces qu'on va avoir. On va changer de logiciel. Bah alors oui, mais alors ça veut dire qu'il va falloir reprendre tous nos dossiers, il va falloir faire un transfert de données, il va falloir se former. Et ces gens-là vont identifier les menaces à la bonne réalisation du projet. Vous avez une catégorie, c'est ceux un peu qui vont rester à l'entrée de la pièce, peut-être avec une forme de sidération, c'est pas quelque chose de négatif, mais qui vont se poser la question, qui ont besoin de peser le pour et le contre. Le fromage, je vois bien le bénéfice, mais je vois bien aussi les menaces. Et ceux-là vont avoir besoin sans doute d'un temps pour pouvoir mûrir, réfléchir, échanger également avec les prudents et les optimistes pour savoir comment se positionner. Et ceux qui restent à l'entrée de cette pièce, ce sont ce qu'on appelle en français les contenus. Et puis vous allez avoir une catégorie de personnes qui vont se dire, ok, il y a un fromage, on avance, on verra bien, on garde un œil sur le chat et on s'adaptera en cours de route. Ceux-là, généralement, capitalisent beaucoup sur leur expérience et ce sont ceux qu'on appelle des engagés. On pourrait croire spontanément que y a des profils préférentiels, notamment des optimistes ou des engagés. Je rappelle juste que parfois, la différence entre un optimiste et un kamikaze, c'est assez subtil. Ce sont ceux qui relèvent tous les challenges sans forcément évaluer les risques. Et les engagés pourraient être un profil intéressant, mais uniquement dans la mesure où ce sont de bons communicants. Sinon, ils peuvent passer pour ceux qui s'adaptent beaucoup et donc qui changent d'avis comme de chemise et ils peuvent passer pour des girouettes. Donc en fait, il faut tout pour faire un monde. Voilà, dans une équipe, on aura tous les comportements. Une fois de plus, la diversité des profils, des modes de pensée va enrichir en fait la réflexion et la croissance. Et c'est un outil qui me fait un peu penser aussi au SWOT. Ouais. On évalue les forces et les risques également, les faiblesses qu'on peut avoir dans l'équipe. Souvent, alors moi je relève juste le point, c'est que les prudents, ceux qui voient les menaces, passent souvent un peu pour les freins à main serrés, ceux qui ne veulent pas avancer, les réfractaires, les récalcitrants. Simplement un prudent dans une organisation non hiérarchique, c'est important de le sonder pour savoir quelles sont les menaces qu'il a identifiées. C'est un outil, c'est précieux aussi pour l'entreprise, éviter de prendre des risques. Et cela, faut pas essayer de les convaincre que le fromage est énorme, ça va être vraiment bien. Il va falloir les convaincre, les rassurer finalement sur les menaces qu'ils ont identifiées. Donc ça, j'imagine que c'est un point sur lequel tu viens un peu plus en détail en formation sur comment aborder la collaboration avec ces différents types de profils, comme tu viens de dire là sur les prudents. Merci pour ce premier tuyau. Il nous reste, je crois, 5 minutes. Voilà, merci Teddy pour le timekeeper. On va du coup prendre vos questions pour essayer de répondre à un maximum de points particuliers que vous avez envie de poser à Stéphane. Je vous garantis pas qu'on pourra répondre à tout. Mais on reste à votre disposition. On conclura ce webinaire par une bibliographie qu'on vous partagera en commentaire sur LinkedIn. Il y avait un livre notamment que tu avais mentionné, c'était le syndrome du
Poisson-Lune, Ouais, c'est ça, si un je me film, souviens un bien. livre d'Emmanuel Druon sur l'histoire en fait du rachat d'une papeterie dans le nord de la France par l'auteur Emmanuel Druon et dont la première décision finalement a été d'éradiquer toute forme de management vertical. Il était le seul responsable de l'entreprise et qui explique tous les changements qui ont eu lieu dans cette entreprise, comment finalement l'aspect collaboratif, intelligence collective des collaborateurs historiques a permis l'évolution de l'entreprise. J'aime beaucoup le début de son récit quand il dit: quand je suis arrivé, il y avait des histoires de harcèlement sexuel, des produits toxiques enterrés dans la cour de l'entreprise, et derrière, comment tout le monde s'est impliqué pour assainir cette situation. Un livre particulièrement intéressant. La baseline, tu nous la rappelles? C'est le guide de l'anti-management, c'est pas ça Oui, il doit y avoir un. Alors, première question, faut-il faire une réunion pour expliquer à l'équipe que l'on met ce système hiérarchique en place? Alors, c'est important, oui, ça va dans le sens de la communication, et c'est peut-être au-delà de leur expliquer, c'est peut-être les questionner sur ce qu'ils pourraient voir de positif. C'est le début de l'implication. Si on met ça en place, quels sont les points positifs que vous voyez dans cette nouvelle démarche? C'est une démarche qui est une tendance en coaching qu'on appelle l'appreciative inquiry. C'est avant d'entamer tout changement, c'est finalement quels sont nos points forts, qu'est-ce qui fait qu'on a une bonne équipe et qu'on peut prétendre tendre cette organisation horizontale. Merci pour cette explication. Autre question d'Emmanuel, authenticité veut dire tout dire à une équipe? L'authenticité, alors c'est peut-être pas tout dire, mais en tout cas ce qu'on va dire, on va le dire sincèrement. Il y a un parallèle entre l'authenticité et la sincérité. Tout simplement, l'authenticité, ça va être une manière aussi de créer cette relation de confiance. Ça passe par l'expressivité corporelle, mais ça passe aussi par la clarification de certaines questions que les collaborateurs peuvent se poser. Mais finalement, il y a souvent une langue de bois, il y a un secret officiel. L'authenticité, c'est finalement, est-ce que je vous partage cette information? Ou si je vous la partage pas, c'est simplement vous dire aussi pourquoi je ne partage pas cette, je la partage pas et peut-être pourquoi je ne la partage pas. Oui, on peut se poser la question entre authenticité, transparence, sincérité. Pour moi, sur la partie authenticité, tu vas peut-être avoir ce côté très humain, c'est un humain qui parle à un humain et non pas une fonction qui parle à une fonction. Voilà. C'est prendre la considération de l'humain et il y a un exercice, je fais la petite aparté ça, sur l'authenticité pour essayer de vous faire une idée de ce qu'est l'authenticité. C'est un exercice qu'on avait fait en formation, c'est regarder les finales par exemple de N'oubliez pas les paroles, couper le son et essayer de déterminer qui a gagné, qui a perdu. Juste en regardant les comportements, vous verrez que finalement et le perdant et le gagnant donnent des choses qui ne correspondent pas à leur réalité. Généralement, on a un perdant qui sourit parce qu'il veut pas paraître mauvais perdant, et on a un gagnant qui a plutôt tendance à faire la gueule parce que il a pas envie d'être écrasant ou montrer qu'il se la joue un petit peu trop. Donc là, on n'est pas vraiment dans l'authenticité. C'est un petit peu un exemple pour essayer d'éclairer ce qu'est l'authenticité. Merci pour votre participation, pour vos nombreuses questions et interactions. Merci à Stéphane également pour ses explications. Un grand merci à toute l'équipe qui a participé à l'organisation de cet événement, Teddy en régie, Laure pour le visuel, à Chimène également, puisque c'était quelque chose qu'on avait amorcé depuis quelque temps déjà. Et j'espère vous revoir bientôt sur une de nos formations à l'Institut ou sur un prochain événement. Au plaisir de vous retrouver. Merci beaucoup et à bientôt.